Bonjour, heureux de vous accueillir dans les nouveaux podcasts de l'Alcazar, les podcasts Flashback Cinéma, un voyage sur les sentiers merveilleux du 7e art, avec des focus sur des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes, avec Serge Briot, responsable cinéma de l'Alcazar. Ce mois-ci, un zoom sur l'onirique David Lynch. Ce genre de feu, il est très difficile de l'éteindre. Les tendres rameaux brûlent les premiers, puis le vent se lève et toute bonté est alors en péril. Bonjour Serge. Bonjour Stéphane. Tout va bien ? Très bien, merci. À travers cette réplique de la femme bûche dans la série Twin Peaks Fire Walk With Me, on peut déjà entendre murmurer le monde onirique, presque romantique de l'esprit de David Lynch. Conjugué à des films comme Eraserhead et La Fin de Man, peut-on considérer Lynch comme un surréaliste du 7e art ? C'est une excellente question, Stéphane, pour débuter notre discussion. Alors tout d'abord, il me semble qu'il convient de revenir à la formation initiale de David Lynch. Je tire l'anecdote et la citation, évidemment comme beaucoup d'autres éléments qui suivront de l'autobiographie sortie il y a quelques courtes années, l'autobiographie de David Lynch qui s'appelle Room to Dream, le titre original, l'espace du rêve. On reviendra au rêve, notion totalement fondamentale dans l'œuvre de cet immense artiste, et dans laquelle, donc, dans cette autobio, de son propre aveu, il avouait dessiner et peindre sans arrêt depuis sa plus tendre enfance. Donc sa formation initiale est une formation de plasticien. Elle est aussi, et ensuite, surtout par la suite, une formation de cinéaste avant-gardiste dans un premier temps, grand cinéaste par la suite, mais avant tout de plasticien. J'en veux pour preuve l'exposition qui lui avait été consacrée en 2007 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, très haut lieu de l'art contemporain, Paris d'ailleurs où Lynch passe régulièrement une partie de son temps, et qui mettait en lumière son travail de peintre, mais également de photographe, sachant que c'est un artiste pluridisciplinaire. Je pense que tu connais également son travail de musicien expérimental. Il avait produit un disque il y a une dizaine d'années également. Donc, son travail, son premier métier, sa première passion, c'est la peinture. Et d'ailleurs, je pense que tu connais le documentaire qui lui avait été consacré en 2017 qui s'appelle The Art Life. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en fait. Voilà, j'avais le plaisir de présenter ici lors d'un focus sur Lynch, les séries et Twin Peaks. Et donc The Art Life, qu'on pourrait traduire par la vie d'artiste, qui fait penser au premier historien de l'histoire de l'art, Giorgio Vasari, florentin, et également peintre, qui avait donc écrit un ouvrage qui fait date, qui s'appelle Les vies d'artistes. Donc de ce fait, et pour répondre enfin à ta question, l'aspect pictural et le rapport avec la peinture est fondamental dans l'œuvre de Lynch, et en particulier le travail sur la couleur, qui va essaimer de nombre de ses œuvres. Donc sur le surréalisme, le lien avec le courant dans un premier lieu, le lien entre le surréalisme et le cinéma va évoquer peut-être deux noms dans un premier temps, Luis Buñuel, Un chien andalou, L'âge d'or, et Salvador Dali, qui est le co-auteur de ces films, artiste surréaliste par excellence, mais également Man Ray, artiste pluridisciplinaire qui a été à la fois cinéaste et peintre, entre autres, au moment, à la grande époque du surréalisme. J'en viens au peintre majeur, je pense qu'il faut citer sur cette question, qui est René Magritte, qui est un des plus grands peintres surréalistes. It's not a pipe. Exactement, It's not a pipe, qui est l'immense peintre du XXe siècle belge, René Magritte, qui est une influence majeure dans l'œuvre de Lynch. Je pense qu'on peut, de l'avis unanime et dans les recherches que j'ai faites, en ajouter deux qui complètent une trilogie d'influences artistiques de l'œuvre de Lynch. Dans un premier lieu, l'immense artiste britannique Francis Bacon, qui a été d'ailleurs surréaliste avant d'être considéré comme expressionniste. Je pense que le film Eraserhead que tu citais au départ est extrêmement baconien dans ses thèmes. Et ensuite, le réaliste américain archi connu Edward Hopper,
J'en veux pour preuve la nouvelle affiche du Mulholland Drive lors de sa ressortie, qui est une évocation directe d'un tableau de Hopper. Ah, elle est magnifique, hein, tu me l'as montré sur voilà, fond bleu. Le fameux plan de Naomi Watts en déshabillé sur le lit. Exactement. Il y a un romantisme dedans. C'est une citation de la femme assise sur un lit de Hopper. Donc je pense que Hopper est omniprésent, en particulier sous la couleur. Hein, j'y reviens dans le travail de Lynch. Donc la connexion, pour finir, entre le surréalisme et Lynch, c'est le rêve qui est absolument omniprésent dans toute l'œuvre de cet artiste. Oui, c'est vrai que pour en revenir à ce documentaire dont tu cites, tout n'est que création chez lui. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu un samouraï du 7e art. Se lève, il peint. Je crois que dans ce documentaire que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est un artiste absolu. C'est un artiste absolu, mais à la fois simple, mais il suffit d'entendre de nombreuses interviews que tu peux trouver sur Internet où il parle de son art. Il est à la fois absolu, passionné, pas du tout hermétique, mais dans un monde qu'il a construit qui est son monde et qui... il suffit de regarder 3 minutes un film de Lynch pour deviner que c'est un film de Lynch. This is the way ideas are. They're seeds that are filled with electricity and they pop suddenly. One moment they're not there, the next minute you see them completely. Now sometimes they're little ideas, but you still love them. And they might lead somewhere. They don't always lead somewhere, but they might lead somewhere. So you write those ideas down. Because as good as memory is, many times you forget them. And if you forget a good idea, you want to commit suicide. En fait, c'est un artiste qui touche à tout. Et du coup, je comprends mieux pourquoi il a essayé de faire le film Dune tout seul. Hein, puisque Dune a été une œuvre colossale. Hein, avant d'être confiée donc, à Lynch, elle est passée entre de nombreuses mains, notamment celle d'Alejandro Jodorowsky, qui a un peu explosé le vaisseau avant qu'il ne décolle, notamment au niveau budgétaire, dans une œuvre totalement fantasmée. Donc il a réalisé ce film seul, scénario, montage. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors, il a effectivement... je vais, pour t'en dire un peu plus, je vais juste revenir sur le début de carrière de Lynch, hein, qui précède Dune. Il a effectivement écrit le film, il a réalisé... Bon, le montage, il y a participé. Le monteur de ce film s'appelle Anthony Gibbs, que le studio avait affecté à ce montage, sachant que la monteuse habituelle de David Lynch s'appelle Mary Sweeney. Une raison de la citer, en dehors du fait que c'est sa monteuse attitrée, c'est également sa conjointe. Donc pour revenir à Dune, évidemment, Dune est donc l'adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert, que Alejandro Jodorowsky, comme tu le citais, a poursuivi comme la baleine blanche de Moby Dick pendant une bonne partie de sa carrière, sans arriver à ses fins. C'était un projet qui n'a pas abouti, qui était extrêmement complexe, d'ailleurs qui peut faire regretter de ne pas avoir vu l'œuvre de Dune par Jodorowsky. Cela dit, un documentaire a été consacré au travail au Dune, en fait, qui n'a jamais été réalisé par Jodorowsky. Et nous avions reçu Alejandro Jodorowsky en 2017 dans le cadre du Festival de cinéma espagnol pour une masterclass inoubliable avec le plus grand critique français Philippe Rouillet. Et effectivement, nous étions bien gardés de projeter le documentaire sur Dune pour ne pas montrer à Jodorowsky ce qu'il considère comme un échec et ce qui est toujours une blessure pour lui dans sa carrière. Donc, pour revenir au contexte de Dune, Dune est tourné en 1984. Lynch, le premier film de Lynch sort au milieu des années 70, Eraserhead, donc qui est à la fois un succès critique, une déflagration dans le monde du cinéma, mais un film totalement déroutant. En 1980 sort Elephant Man, qui là réunit public et critique en un très grand succès consensuel, qui obtient d'ailleurs le Grand Prix du Festival Fantastique d'Avoriaz. Mais c'est un film à la fois victorien, qui a certaines obsessions de Lynch, déjà le monstre en particulier, mais qui reste relativement classique. Cela dit, c'est un succès, ouais. Et cela dit, il est approché donc par les studios. George Lucas lui propose de réaliser le 3e Star Wars. Ouais, j'ai lu ça, le retour du Jedi, ça ne se fait pas. Mais Lynch est quand même attiré et s'interroge à ce moment-là sur la direction à donner à son travail, à sa carrière. Et pourquoi Lynch et Dune ? Lynch a toujours été attiré par l'industrie de la machinerie. Donc, c'est quelque chose qui le fascinait. Donc, si on voit le film de Dune, on voit que c'est omniprésent dans les décors, tout au moins. Donc, le grand producteur,
italien Dino De Laurentiis, qui est un producteur qui s'est installé aux États-Unis, donc lui offre un chèque en blanc pour tourner Dune. Un malentendu s'installe sur les moyens dont dispose Lynch. Le film sera non pas un fiasco, mais un échec. Et là, j'ai 2 citations de Lynch. Je pense qu'il faut prendre au pied de la lettre. C'est lui qui est le mieux placé pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Donc la première, c'est « Je me suis vraiment fourré dans une drôle d'affaire » en parlant de Dune. Et la seconde, qui éclaire un peu plus ce que j'essayais d'exprimer, c'est la suivante. « Je n'ai jamais pu aller assez loin pour considérer que ce film était le mien. » Donc il a travaillé dans le cadre d'un studio sur un sujet imposé, mais on comprend qu'il n'a jamais pu se l'approprier. Cela dit, à mon sens, il faut revoir ce Dune de Lynch, en particulier pour le comparer avec le Dune de Villeneuve, qui est sorti, le remake qui est sorti cette année, et qui est totalement différent, dans un univers et dans un style totalement différent. Mais il est intéressant de le revoir avant de continuer sur la carrière de David Lynch. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'il y avait Sting, non, qui jouait dans... Tout à fait. Ouais. C'est fou les rencontres. Sting, Max von Sydow, Virginia Madsen, un casting, il y avait un casting absolument éclectique et avec lequel il a dû composer. Mais effectivement, Sting était à la grande époque de Sting de Police, d'ailleurs. C'est encore l'époque de Police, il me semble. C'est surprenant, même de nos jours, de le voir dans ce film, dans ce rôle. Ça fait partie des curiosités de cette œuvre. Je dis qu'il faut quand même, je l'ai revu il y a dans moins d'1 an, qu'il faut quand même revoir, mais qui est quand même assez loin de tout ce qu'a fait Lynch par la suite. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. C'est vrai qu'à la vue de ce film, en fait, il avait une muse, un acteur fétiche, Kyle MacLachlan. Sais-tu pourquoi il s'est pris de passion pour cet acteur? Il y a une histoire, effectivement. On peut considérer que Kyle MacLachlan est l'acteur fétiche de Lynch, qu'il va retrouver à plusieurs étapes de sa carrière de cinéaste. On peut considérer que le pendant féminin de Kyle MacLachlan est Laura Dern, qui d'ailleurs joue son amie dans Blue Velvet, qu'il va retrouver également dans plusieurs films, même génération. Alors, Kyle MacLachlan est découverte par la directrice de casting de Dune. Lynch ne le connaît pas personnellement, à l'époque, MacLachlan doit avoir 25 ans. Il était connu à l'époque, parce qu'il m'a Il joue au théâtre, il joue Tartuffe au théâtre, en fait, pour te dire qu'on est loin de la science-fiction. Et donc, c'est la directrice de casting de Dune qui prospecte et qui le trouve, qui les présente. Immédiatement, de nombreux points communs émergent entre les deux hommes, un feeling mutuel et éclate. On peut considérer que ce sont à la fois de doux rêveurs, de tendres rêveurs, de personnes absolument dénuées de tout vice, de toute méchanceté, Lynch et MacLachlan, qui sont à la fois optimistes, qui sont pleins d'humour et qui expriment une espèce de bonheur radieux. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Ils ont quand même une dizaine d'années d'écart. Donc la rencontre se fait et match, si je peux me permettre ce néologisme, match autour d'un choix de vin judicieux. C'est un choix de vin, c'est un vin qui porte le nom Lynch. Ouais. Lynch est un domaine, donc c'est un Lynch qu'ils apprécient tous les deux. Et de là naît évidemment une amitié, professionnelle mais également personnelle, qui sera sans aucun nuage jusqu'à aujourd'hui. Lynch le considérait dans son autobio, j'y reviens, comme beau, jeune, intelligent. C'est vrai qu'il était d'un charisme assez saisissant quand tu le vois. Et expliquer ce qui est assez profond, qui est assez intéressant, que c'est un des rares acteurs que l'on voit penser à l'écran. C'est vrai, moi je le vois toujours jouer dans la série Twin Peaks. Tout à fait, dans Twin Peaks. Alors, Twin Peaks, pour moi,
scotché. En fait. On le voit évidemment dans Twin Peaks. Avant Twin Peaks, donc entre Dune et Twin Peaks, Lynch l'engage pour jouer le jeune premier un peu naïf de Blue Velvet, avec Laura Dern justement. C'est le personnage qui, on doit s'en souvenir, qui regarde se déshabiller Isabella Rossellini cachée dans son placard, en attendant, effrayé par l'arrivée du tyran Dennis Hopper. Il est absolument parfait dans ce rôle, et évidemment, ça deviendra l'agent spécial Dale Cooper, l'inoubliable enquêteur de Twin Peaks, donc il tiendra pendant les 2 premières saisons, et qu'il va retrouver en 2018 lors de la saison 3 de Lynch, agrémenté d'un double rôle dans la saison 3 de Twin Peaks. MacLachlan joue donc Dale Cooper et joue le rôle de Doug, une espèce de Buster Keaton qui ne parle pas et qui est absolument irrésistible dans ce rôle. On le verra aussi pour terminer peu ailleurs, mais chez Verhoeven, entre autres dans Showgirls, on se rappelle de ce rôle assez négatif, ce qui est assez rare pour ce personnage, et pour l'anecdote également dans 2 saisons de Sex and the City. Et du coup, pour vous faire un rebond sur la projection qui va avoir lieu à l'Alcazar de Mulholland Drive, quelle place tient cette œuvre dans la filmographie de Lynch, du coup ? C'est une place absolument essentielle, non seulement dans la filmographie de Lynch, mais même dans l'histoire du cinéma du XXIe siècle et du cinéma tout court. Il faut savoir que ce film sort en 2001, on est donc en 2022, et ça fait partie de ces œuvres dont on parle de plus en plus au fil du temps. Les grands chefs-d'œuvre s'inscrivent dans le temps en cela que peuvent parfois passer inaperçus ou être moins mis en valeur au moment de leur sortie et ensuite prendre de l'importance, de la valeur. Ça vaut pour la peinture, hein. Ça vaut aujourd'hui les Demoiselles d'Avignon de Picasso, qui date de 1907, sont toujours étudiées, font partie des œuvres majeures. Le Ulysse de James Joyce, le roman qui a 100 ans cette année, fait encore l'objet de papier. J'en ai encore eu l'un ce matin. Le film de Lynch, je suis prêt à parier que le film de Lynch, on en parlera encore dans 80 ans, ce qui fera un siècle après sa sortie. Voilà. C'est des films qui ne vieillissent pas, hein. Je l'ai vu la semaine dernière, en fait. Tout à fait. Moi, je l'ai également revu. J'ai profité de la projection pour le revoir et pour revoir surtout cette copie restaurée que nous allons proposer au public vendredi prochain. Vendredi 3 mars, donc 4 mars, pardon. Et copie magnifique au demeurant, ce film a fait l'objet en 5 ans de 2 restaurations approuvées par David Lynch. Donc c'est vraiment une œuvre qui, dans sa filmographie, est importante, mais également dans l'histoire du cinéma, dans ce qu'elle a... il faut savoir qu'elle sort à un bon moment, en 2001, au début du siècle, et qu'elle a marqué un tournant dans la narration d'un film, et dans ce qu'on pouvait, de la manière dont on pouvait raconter une histoire. Il faut savoir, cela dit, que ce film n'aurait jamais dû sortir. Ah ouais. Au départ, pour quelle raison, du coup ? Au départ, les studios de ABC, pardon, j'ai oublié. ABC, canal de diffusion américain, lui commande à Lynch une série TV. Ils veulent refaire le coup de Twin Peaks, en fait. Et le pilote que réalise Lynch n'est pas bien reçu, il le juge incompréhensible, non satisfaisant, et il décline. Donc il se retrouve avec un pilote qui est un peu trop long d'ailleurs, qui dure plusieurs heures. Et c'est un producteur français qui s'appelle Pierre Edelman, pour la société Studio Canal, qui est la société de production émanant de Canal+, qui va lui-même sauver le film, qui va reprendre le projet, qui va retravailler le projet avec Lynch, qui va laisser plutôt à Lynch toute la liberté artistique dont il a besoin pour développer cette œuvre, et qui va donc faire en sorte que le film soit tourné à la manière dont Lynch le souhaitait, et présenté donc au Festival de Cannes en 2001. Il obtiendra le prix de la mise en scène, il obtiendra également le César du meilleur film étranger l'année suivante, et le film connaîtra un très bon succès en salle, un très bon succès public, et un succès critique, donc comme on en parlait précédemment, qui n'a fait que s'amplifier au fil des années. Donc pour le resituer dans la carrière de Lynch, c'est le point central d'une trilogie.
Lynch, donc rapidement, après ce qu'on a abordé, Dune, Blue Velvet, Twin Peaks, ensuite, qui est vraiment le premier grand marqueur de sa carrière. Twin Peaks, saison 1, saison 2, qui sont bout à bout. Le film Twin Peaks, dont tu citais une phrase tout à l'heure, hein, Firewalk with Me, en 1992. Et ensuite, premier volet de la trilogie, Lost Highway. Lost Highway, le film de Lynch, extraordinaire film avec Patricia Arquette, changement de personnage radical au milieu du film. Un personnage s'endort en prison, un autre s'éveille à sa place. Mulholland Drive 2001, deuxième volet. La trilogie se conclura par un cauchemar ultime qui s'appelle Inland Empire, film assez moins facile, on va dire, nous dirons moins facile que Mulholland Drive, et qui d'ailleurs est à ce jour le dernier long métrage réalisé par Lynch, puisque en 2018, c'est la saison 3 de Twin Peaks, qui est sa dernière œuvre de fiction et de création, mais qui est une œuvre pour la télé, bien qu'elle ait été choisie par l'éminente revue Cahiers du cinéma comme le film de l'année lors de sa sortie. Ce qui en dit long de... en fait, au vu de ta présentation, je comprends mieux, en fait, ces magnifiques combos qu'il arrive à faire dans ses films. Il y a souvent un très bel alliage entre la musique et le film. Sur Mulholland Drive, il y a des musiques assez fantastiques. Sur Twin Peaks, il y a une musique qui est super tripante. Évidemment, et donc là, nous sommes obligés de mentionner son compositeur fétiche. Il faut savoir que les grands réalisateurs du cinéma ont toujours... très souvent, on va dire, bénéficié du concours de musiciens qui étaient également des amis. On peut penser à Fellini avec Nino Rota, on peut penser à Jacques Demy avec Michel Legrand, et évidemment Hitchcock avec Bernard Herrmann, et Lynch avec Angelo Badalamenti, immense compositeur américain d'origine italienne, comme son patronyme l'indique, qui d'ailleurs joue un petit rôle dans Mulholland Drive, dans une scène qui est plutôt située au début du film, autour d'une réunion avec un café qui laisse à désirer. Le personnage sombre en costume inquiétant qui recrache son café dans un mouchoir, c'est Angelo Badalamenti. Lynch aussi joue dans ses films, pas la Hitchcock, non? J'ai l'impression qu'on le voit pas apparaître. On l'a vu là, pas dans d'une façon éparse, des caméos à Hitchcock, pas forcément. Là, en l'occurrence, on ne le voit pas, mais donc on voit Badalamenti, et donc qui est le compositeur inoubliable de la fameuse ritournelle Twin Peaks, qui est celle de tous ces films, évidemment, qui est le compositeur de la musique absolument majestueuse qui accompagne ce rêve qui est Mulholland Drive. La projection, donc, Mulholland Drive rentre dans le cadre d'un cycle. Y en aura-t-il d'autres à venir dans l'année? Oui, bien sûr. Je te remercie de cette question qui me permet à la fois de donner quelques rendez-vous et d'expliciter la genèse de ce cycle. Ce cycle s'appelle « Il était une fois le cinéma ». Je l'ai un peu créé tout seul. J'ai souhaité le créer sans forcément des partenaires pour m'appuyer, et à la lumière de discussions avec des invités que j'avais reçus, pour faire un peu de name dropping, désolé pour ce nouveau néologisme, Emmanuel Mouret, avec qui j'avais discuté lorsque je l'avais reçu, ou Serge Soubiana, qui avait dirigé la Cinémathèque française, s'interrogeait sur notre programmation et sur le fait qu'il manquait peut-être un rendez-vous régulier pour ancrer l'Alcazar dans un lieu identifié qui représente le 7e art. Il faut savoir que les grandes institutions comme les cinémathèques, par exemple, ont des cycles récurrents qu'ils nomment souvent révision de classiques. Ils passent régulièrement des classiques. Donc j'ai souhaité, et j'ai eu cette idée de créer un cycle qui, une fois par mois, présentait des grands films de l'histoire du cinéma, parfois oubliés. Quant au titre, je me suis inspiré de l'époque. 2019, c'est la première année du cycle. Le 2019 est également, c'est un hommage, est également la sortie du film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, et c'est également l'année, ça suit l'année de la rétrospective Sergio Leone de la Cinémathèque, et évidemment Il était une fois évoque les 3 grands chefs-d'œuvre de Leone dans l'Ouest, la Révolution et en Amérique. Donc l'idée c'est de remontrer sur un écran qui est plus grand qu'un écran de TV et de smartphone, des films qu'on n'a pas vus, qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a plus vus en salle. Parfois restaurés, c'est le cas de Mulholland Drive, toujours en version originale sous-titrée évidemment, et qui vont donner un panorama de l'histoire du cinéma
à travers des grands cinéastes. On peut citer des cinéastes dont les films ont déjà été projetés. Antonioni, pour commencer, c'était Le Désert Rouge, d'ailleurs, qui est revenu sur le devant de la scène avec la disparition de Monica Vitti, mais également Scorsese, Monicelli, Hitchcock, Kubrick, là on est Lynch, Leone, qui permet également de montrer des mouvements, des grands mouvements de l'histoire du cinéma. Pour une poignée le premier film de Leone met en scène l'arrivée du western italien pour une poignée de dollars. Et donc, ça sert aussi évidemment à ancrer un rendez-vous régulier, une fois par mois, à heure fixe, avec le public. Et les films sont toujours présentés, font l'objet d'une présentation de 10 minutes que j'ai le plaisir d'animer avant la projection pour donner un contexte au film, pour donner quelques clés du film sans évidemment révéler trop, mais qui voilà. Ce cycle nous a aussi permis, dans la période que l'on a traversée, d'arriver à garder, tant qu'on pouvait le faire, un rendez-vous régulier autour du cinéma de fiction. Donc là, tu m'annonces en fait que chaque mois, nous allons nous rencontrer donc, pour un nouveau podcast. Donc avec grand plaisir. Le mois prochain, ça sera qui du coup ? Alors le mois prochain, je peux même te donner les 3 prochains rendez-vous, puisque le cycle depuis 3 ans court de septembre à juin du mois suivant en fait. Il souffle juste 2 mois d'été. Donc le mois prochain, 1er avril 2022, sera l'occasion de revoir, sans doute de voir pour beaucoup, en salle en tout cas, l'Évangile selon saint Matthieu, le chef-d'œuvre de Pier Paolo Pasolini, dont on célèbre aujourd'hui le centenaire de la naissance. Pasolini, immense artiste pluridisciplinaire contemporain, qui n'a jamais été aussi moderne, aurait eu 100 ans cette année. Il est disparu tragiquement en 1975, et donc ce sera l'occasion de remontrer ce qui est peut-être un de ses 2 plus grands films. En avril, donc en mai, le mois du Festival de Cannes, je vous proposerai ce qui avait déjà été reporté à cause de la pandémie. Je vous reproposerai Apocalypse Now, le chef-d'œuvre absolu, le plus grand film sur le Vietnam peut-être de Francis Ford Coppola. Et au mois de juin, pour être raccord avec la saison des plages, nous aurons le plaisir de revoir le premier blockbuster de l'histoire, qui est Les Dents de la Mer de Spielberg. Écoute, c'est nickel, le chemin sera bien parsemé. Mais écoute, je te dis au mois prochain pour un nouveau podcast. Merci Serge. Stéphane, merci, c'était un plaisir. Beaucoup. Merci. Silencio. 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 Silencio.